Aujourd'hui, deuxième séance de l'atelier stratégie bas carbone avec l'intervention en témoignage de 3 enseignes. On va commencer par Céline avec les mousquetaires, l'expérience des mousquetaires sur la mise en place de leur stratégie bas carbone. Ensuite, c'est Colline qui nous parlera de son expérience au sein de Bureau Vallée. Et on finira avec Valérie sur son lancement au sein de Sephora de la stratégie bas carbone. Je vais très vite parce que Céline doit nous quitter avant 9h50. Donc, je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de projeter. Est-ce que vous voyez un grand écran par hasard? Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon? Bon, parfait. Juste pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Céline Ratanavan, je suis la responsable pôle économie circulaire, donc au sein de la direction qualité développement durable du groupement Les Mousquetaires. J'ai prévu de vous présenter rapidement le groupement pour bien que vous compreniez le périmètre qu'on a pris pour la stratégie et voilà, vous mettre en avant comment nous on a mis en place. N'hésitez pas après. Normalement, il y a 5 minutes de questions après, s'il y a besoin. Vous m'interrompez si je vais trop vite. Alors, tout d'abord, la présentation du groupe Les Mousquetaires. Donc, nous, c'est plus de 3000 chefs d'entreprise. Les points de vente, ce sont des adhérents. Voilà, donc, ils détiennent les entreprises, les points de vente, plusieurs points de vente même. On est plus de 150 000 collaborateurs et collaboratrices. On a plus de 4000 points de vente en Europe, 4 pays d'implantation, donc Portugal, France, Belgique et Pologne. On a 8 enseignes que je vais vous présenter, 45,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à fin 2021. On a 60 unités de production en France, une flotte de 22 navires et 45 bases logistiques en Europe, dont 39 en France. C'est vraiment tout ce périmètre qu'on a pris en compte dans notre stratégie carbone. C'est pour ça, pour moi, il était essentiel de vous le représenter. En termes d'enseignes, donc on a 3 métiers. Tout d'abord, le côté alimentaire, donc Intermarché que vous connaissez tous, et Netto pour la partie discount. Équipement de la maison, on a 4 enseignes, donc Bricomarché, Bricocash, Bricorama qu'on a racheté en 2018 et Brico Privé qui est une marketplace qu'on a racheté l'année dernière. Et côté mobilité, donc on a Rodi, qui peut s'apparenter à Noroto, et Rapide Pare-Brise. Et donc en France, il y a plus de 3200 points de vente. Et on dit que c'est un point de vente tous les 15 km sur le territoire français. Notre stratégie. Alors, tout d'abord, le contexte, même si le cabinet Expert vous avait présenté en premier lieu donc l'accord de Paris, la stratégie nationale bas carbone qui a été révisée en mars 2020. Donc, nous, depuis X années, même plus de 10 ans, plus de 15 ans, le groupement a effectué différentes actions pour réduire ses émissions, mais on n'avait pas de feuille de route écrite, concrète, on n'avait pas d'état des lieux. Donc, on a profité d'une expérimentation avec l'ADEME en 2019-2020 et la méthode ACT, donc Assessing Low Carbon Transition, donc qui est une méthodologie qui permet aux entreprises d'évaluer leur stratégie carbone. Donc, on a profité de cette expérimentation donc ACT Retail pour enclencher notre démarche. Donc, on a co-construit notre stratégie mousquetaire bas carbone. Donc, c'est la traduction de la stratégie nationale bas carbone pour les mousquetaires depuis 2020. Et donc, on a souhaité être accompagné par le cabinet Expert pour ce sujet. Notre objectif, donc, qu'est-ce qui est écrit sur notre feuille de route? Donc, c'est que d'ici 2030, on est réduit de 55% nos émissions par rapport à 2019. On s'est mis en cohérence avec l'objectif fixé par l'Union européenne, même si l'Union européenne avait défini que c'était 55% de réduction entre 1990 et 2030. Mais je vous avoue que 1990, on n'avait aucune donnée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est fixé 2019 comme année de référence. Je vous présente les résultats qu'il y a eu donc, en 2019. Donc, le groupement a émis plus de 13,9 millions de tonnes équivalent CO2. Oui, le chiffre est énorme. Donc, on a mis une petite équivalence. On a 1,5 million d'habitants, on va dire, en France, l'équivalent des populations de Lyon, Toulouse, Nantes et Grenoble additionnées. Donc, c'est notre empreinte 2019. On a mis également en avant
pour expliquer les grandes parts de nos émissions. Donc, on remarque quand même 67% amont agricole. Nous, voilà, on a la partie usine, fournisseur, tout ce qui est 11% amont non alimentaire. 10% de déplacement des clients. C'est vrai, voilà, pour faire les courses, on a très peu de clients qui viennent autrement qu'en voiture. Ou par exemple, dans nos enseignes voilà, de Rodi où ils viennent réparer les voitures, c'est plus compliqué de venir sans la voiture. Côté logistique, qui représente 4,5%. Donc là, c'est entre nos bases logistiques et nos points de vente, donc tout ce qui est livraison de marchandises. 4% de nos points de vente, donc principalement tout ce qui est construction, utilisation, et 3% utilisation des produits vendus. Donc voilà un peu la part de nos émissions pour 2019. On a refait notre empreinte carbone voilà, en 2020, on a baissé un tout petit peu, et là on est en train de travailler sur celui de 2021. Le prérequis, voilà, on a acté qu'on faisait un bilan carbone tous les ans pour vraiment voir l'évolution. Notre feuille de route est construite autour de 5 piliers. Premier pilier, il fallait que ce soit un portage politique affiché pour amorcer le mouvement et montrer l'exemple. Je vous ai parlé voilà, des adhérents qui sont chefs d'entreprise indépendants et qui détiennent les points de vente. Quand je dis portage politique affiché, il fallait que ce soit, voilà, cette stratégie soit portée par nos adhérents et pas que par les collaborateurs. Il faut vraiment voilà, que tous les parties prenantes prennent ce sujet. Donc, on l'a eu. Voilà, on a eu un go définitif de notre feuille de route voilà, fin 2020. Donc, voilà, le premier prérequis a été acté. Deuxième point, donc une feuille de route claire pour fixer un cap et un plan de progrès. Le groupement est composé de beaucoup d'entités juridiques. Je m'explique. Le service de comptabilité, nous, c'est une entité juridique à part. Notre direction qualité développement durable, on est une entité à part. L'informatique est une entité à part. Donc, voilà, vous pouvez considérer comme des pôles ou des services différents. Nous, c'est des entités juridiques à part. Et donc, on a écrit une feuille de route claire pour chaque entité, c'est-à-dire qu'elle a des actions concrètes pour l'informatique, pour la comptabilité, pour les acheteurs. Voilà. Chacun a sa feuille de route. On a le même cap, mais on a adapté la feuille de route. 3, une expertise partagée pour déployer et renforcer la dynamique. Les collaborateurs n'ont pas du tout la même connaissance sur cette partie climat et carbone. Donc, on est en train de monter des formations, des modules de formation pour mettre tout le monde à niveau, que ce soit au niveau collaborateur en amont, mais également en aval, auprès de nos points de vente, auprès des adhérents. Donc, 4, du concret en lien avec l'existant pour embarquer tout le monde. L'objectif, ce n'est pas de révolutionner la stratégie du groupement qui existe depuis plus de 50 ans. Non, c'est de dire, OK, on a chacun notre stratégie liée surtout à l'activité. OK, comment nous, on peut intégrer le carbone dans ce plan stratégique. C'est vraiment dans ça qu'on souhaite venir. Et 5, donc un focus sur les produits vendus pour créer de l'impact. On a notre rôle à jouer en tant que distributeur auprès de la clientèle, donc pour sensibiliser nos clients. Donc voilà, c'est notre cinquième point. Je vous ai mis en avant quelques actions du groupe. Donc, par exemple, une valorisation des déchets. Voilà, à terme en 2025, c'est que 100% des déchets générés par nos points de vente ou collectés seront 100% valorisés. Une réduction du gaspillage alimentaire et non alimentaire, il faut que je rajoute. On a le programme Producteurs d'ici où on référence des producteurs locaux inférieurs à 70 km. Tout un plan de transformation logistique. Voilà, je vous parlais de nos 39 bases en France. On a déjà quelques bases qui sont passées en ISO 50001. À terme, on souhaite que 100% de nos bases soient ISO 50001. On est en train de travailler également sur tout ce qui est optimisation des schémas de tournée de livraison ou de la reverse logistique. On travaille également sur des camions. Est-ce qu'on passerait en bio-GNV, voilà, d'avoir notre propre flotte de camions verts, on va dire. On veut accélérer également tout ce qui est démarche filière durable. Donc ça, c'est tout ce qui est charte achat responsable. Voilà, est-ce que le soja, on peut le faire venir d'un pays moins lointain, on va dire. Voilà, on travaille sur toutes ces filières durables. Et côté point de vente et enseigne, donc quelques exemples qu'on a déjà mis en place. Donc, par exemple, Intermarché Netto, donc la mise en place de meubles froids fermés. Dessus, voilà, on voit une réduction de notre consommation énergétique. Tout le relamping, on a beaucoup de pendantes qui datent d'il y a quand même 10-15 ans. Donc, on a quand même ce sont des passoires aujourd'hui, hein, nos pendantes. Donc, on a toute une phase de transformation. Côté Rodi, donc nos centres auto, on est en train de travailler sur des nouvelles mobilités. On vend voilà, tout ce qui est vélo, trottinette électrique. Et on veut allonger la durée de vie des produits donc grâce à la location, tout ce qui est remorque, coffre de toit. Vous avez besoin, vous partez voilà, en vacances une semaine, vous avez besoin
un coffre de toit, et ben, en fait, vous allez louer au lieu d'acheter. Voilà, ça va créer moins de produits sur le marché. Donc, on va vraiment développer ce service complémentaire. Et pour nos enseignes du bricolage, on commence voilà, à orienter l'acte d'achat vers des produits économes en énergie, c'est-à-dire qu'on propose des alternatives à nos clients en mettant en avant des produits peu énergivores, tout ce qui est radiateurs, chauffe-eau. En face, vous voyez, voilà, un petit indicateur pour nos adhérents. Si on met ça en place, c'est temps de réduction de nos émissions. On veut inciter également les clients au report des produits à base de ciment vers des produits à base de bois ou de métal. Voilà, c'est vraiment mettre en avant des produits économes. Et également, on a expérimenté depuis l'année dernière sur le Bricorama d'Orgeval, que je vous invite à aller visiter, où on propose des produits de seconde main. Donc, on travaille avec une association qui est en vie. On va collecter voilà, les objets auprès des clients et on va remettre au goût du jour et revendre auprès de nos clients. Donc, on va le déployer également cette année sur d'autres points de vente bricomarché. Pour expliquer un petit peu voilà, ce que nous, on a ressenti en termes de facteurs de succès et freins potentiels. Facteur de succès, comme je le disais, le portage politique interne, nous, c'était vraiment le prérequis avec le cabinet expert, c'est de dire oui, c'est super que les collaborateurs le portent, mais il faut que ce soit porté avant tout par toutes les parties prenantes et surtout par nos adhérents. Céline, excuse-moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Comment, Manon, chez Truffaut, comment est-ce que ça, du coup, ça s'est déroulé? En quoi ça Alors, consiste? nous, on a des comités ou des codires voilà, assez souvent. On leur a présenté voilà, ces sujets en vulgarisant le mot carbone. Ce sont des adhérents, donc voilà, ils ne sont pas du tout sur ces sujets climat, même s'ils entendent l'actualité, même si leurs collaborateurs les poussent aujourd'hui à avancer sur ces sujets-là. On leur a présenté, voilà, ça a été beaucoup de réunions pour bien expliquer. Et donc, ils ont dit, OK, on avance. Voilà, c'était vraiment, D'accord. on avait besoin de cet aval pour embarquer tout le monde. Ok, merci beaucoup. On a également donc avoir des référents par entité. Je vous parlais voilà nos différents services et pôles, la comptabilité haute, c'est-à-dire que moi j'ai à chaque fois une personne qui est dédiée à ce sujet carbone en plus de son activité principale, on va dire. Il faut voilà qu'on ait des contacts par pôle, par entité, comme vous pouvez le dire. Le pas à pas, ce que je vous disais, voilà, l'objectif c'est vraiment pas de tout révolutionner, ça ne marchera pas. Clairement, il faut qu'on avance sur le pas à pas et c'est ce qu'on a fait en disant l'objectif, c'est qu'on travaille avec l'existant. Vous savez, voilà, les collaborateurs, les adhérents ont peur du changement. Donc, c'est pour ça qu'on travaille vraiment sur le pas à pas. Action concrète et mesurable, comme je vous ai présenté. Le sujet carbone est assez, est transverse et est une résultante de différentes actions. Il faut voilà, essayer de l'expliquer avec des actions concrètes et mesurées. Comme je disais, le pas à pas. Oui, peut-être c'est une petite action, mais on a besoin de tout le monde pour arriver à nos 55%. On ne laisse personne derrière. Les freins potentiels qu'on a eus, voilà, le fait que vous voyez, comme je vous ai présenté le périmètre, on a plusieurs entités embarquées et chacun avance à son rythme aussi, parce que dans chaque entité, vous avez bien sûr tous les membres de direction. Il faut que chacun prenne le sujet. Donc, depuis 2 ans, voilà, on y arrive enfin. Toutes les entités sont embarquées dans la feuille de route. Chacun avance à son rythme, mais on avance. On a aussi la compréhension du sujet climat-carbone. Oui, vous et moi, on est dedans, mais il y a beaucoup de collaborateurs, même au sein de la direction qualité des développement durable, qui ne connaissent pas du tout le mot carbone. Et donc, on a créé plutôt des formations internes vraiment pour vulgariser en une demi-heure, rapide, qu'est-ce que signifie le carbone, qu'est-ce que signifie le climat, qu'est-ce que le groupement fait. Malgré qu'on puisse faire des communications, il faut toujours voilà, axer sur une formation auprès des collaborateurs et également côté pendante. Et nous, le frein voilà, qu'on a eu, c'est également, on doit prendre en compte toute notre chaîne de valeur. On est producteur, donc avec nos usines, le côté transport avec nos bases logistiques, nos points de vente, voilà, les fonctions support, nos différents sièges, voilà, c'est tout ça qu'on a dû prendre en compte. Comme je vous dis, voilà, on avance chacun à son rythme. Voilà, une petite phrase de fin. Donc, la stratégie carbone, le support de performance et d'engagement du groupement pour une économie circulaire et une diminution de notre impact sur le climat. Voilà ma présentation. Je vous reprends. Bravo, il est 47, 48. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 2 minutes à peine.
pour exploiter Céline, expérience, avant qu'elle ne nous quitte. Alors, j'essaie de vous retrouver. Moi, oui, Valérie, chez Sephora, vous êtes essentiellement sur la France, c'est ça? Oui, ouais, moi je m'occupe principalement de la France. J'ai des interlocutrices pour les différents pays, mais moi principalement, voilà, c'est vraiment la France. Le bilan carbone, il est France? Oui, c'est France. Uniquement, d'accord, oui. Ok, merci. J'ai une question, Colline de Bureau Vallée. La démarche, du coup, elle a été initiée avec ACT au tout début, c'est ça? Et c'était en quelle année, du coup? C'était 2019-2020. D'accord. C'était début 2020, voilà, qu'on a fait. C'était une formation ACT sur une journée. On a suivi avec Olivier Touzé, pour ceux qui connaissent. Et on a profité de ça, voilà, pour embarquer tout le monde aussi en disant, voilà, on participe à une expérimentation avec l'ADEME, qui nous a aidé aussi. Voilà, le fait que ce soit un organisme à dire extérieur, que ce n'était pas que le groupement tout seul, même si on avait le cabinet expert, voilà, dire on participe avec l'ADEME, le monde du retail, voilà. Donc nous, ça a fait quand même bouger en interne. D'accord, ok. Pas forcément freiné par le Covid. Non, le groupement a bien avancé sur ces sujets-là, surtout pendant le Covid. Non. Ok. Ce sont des belles années, en tout cas pour le groupement. Sur ça, on ne peut pas se plaindre. Pas d'autres questions? Si, j'aurais une question. Vous êtes quelle enseigne, du coup? Est-ce que vous m'entendez? Courir. Merci. Oui, on vous entend très bien. Ok, parfait. Vous êtes combien à travailler sur les sujets RSE au sein du pôle RSE? Alors, sur ce sujet carbone, principalement, il y a Olivier et moi. Et après, on passe, on passe avec comme je vous dis, des référents par entité. Je n'ai pas une personne carbone dédiée dans chaque entité. C'est vraiment, nous, on est là pour être vraiment transverse et porter, on va dire, la bonne parole et accompagner toutes nos entités. Mais voilà, on est tous les deux à travailler sur ce sujet-là. Ok, très bien. Bon, ben, pas d'autres questions. Du coup, Céline, on te libère. Merci. Merci, je suis désolée, je ne peux pas rester. Je regarderai les vidéos pour les autres. Merci beaucoup en tout cas. Si Bonne d'autres journée. questions vous arrivez, en fait, je les prendrai, je les enverrai à Céline et je vous l'enverrai. D'accord? Belle journée. Merci beaucoup, Céline. Au revoir. Alors, du coup, très bien. Donc, nous allons poursuivre avec Colline. Oui, alors j'arrive tout de suite. Donc, Colline Bureau-Vallée, qui a aussi une expérience avec le cabinet expert. Exactement. Et qui va nous parler de tout ça. Sur les conseils notamment des mousquetaires, d'ailleurs. Oui, donc on est quand même beaucoup moins avancé que le groupe Les Mousquetaires. Mais du coup, moi, je vais plutôt vous décrire un petit peu. Donc, on est aussi passé avec le cabinet expert, également sur la démarche ACT. Sauf que nous, on est actuellement sur une expérimentation d'une déclinaison de la démarche ACT qui s'appelle ACT pas à pas. L'idée, c'est d'accompagner justement les entreprises un peu moins avancées sur ces objectifs carbone dans la construction d'une stratégie vraiment accompagnée et très encadrée en fait. Donc on a tout un déroulé à suivre. Alors que je crois que les mousquetaires étaient déjà partis sur une évaluation de leur propre stratégie déjà de base. Donc moi, je vais plutôt vous décrire un petit peu tout ce process-là. On n'a pas encore terminé. Donc, un petit peu de contexte. Bureau Vallée est une entreprise familiale créée en 1990. Donc, le fondateur fait toujours partie de l'enseigne, ainsi que plusieurs membres de sa famille. C'est une enseigne en franchise avec 377 magasins dans le monde. On est implanté dans plusieurs pays, dont la Belgique, la Tunisie, l'Italie, le Cameroun, l'Espagne. Mais la majorité de nos magasins sont en France métropolitaine et notre réseau est composé à 90% de franchisés.
Donc voilà. En 2021, on a fait 530 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on travaille principalement, enfin, on travaille avec, disons que nos clients vont être des particuliers et des pros, mais notre chiffre d'affaires est principalement fait avec les pros. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Bureau Vallée, hein, enseigne de papeterie, équipement de bureau. Donc, voilà. Gros acteur à la rentrée des classes, qui est un gros moment pour nous de visibilité, mais pas forcément celui où on fait notre chiffre d'affaires sur l'année. Donc voilà, et il y a quelque chose d'important à savoir, c'est qu'en fait, il y a déjà un fort engagement à l'origine de la part du fondateur sur l'environnement et le fait d'avoir des produits qui soient à la fois, donc on est sur une marque, sur une enseigne plutôt qui vise à être discount, mais du discount sur des produits de qualité, donc à être moins cher que les autres pour les mêmes produits à qualité ISO. Donc, on travaille beaucoup avec des marques et il y a déjà eu depuis très longtemps pas mal d'engagement sur les produits. Par exemple, ça fait, je crois que c'est depuis les années, quelques années après l'ouverture, qu'il a commencé à racheter les cartouches pour les recycler et pour créer une boucle fermée avec des fournisseurs qui les re-remplissent, qui nous les revendent. Et comme ça, on les vend en second main. On devait être les premiers à faire ça à l'époque. Il avait testé des choses comme le track vert qui n'avait pas du tout marché, des opérations commerciales que sur des produits verts. Et dans les années 90, ça avait fait un flop. Et notamment, donc dans les années 2000, fin des années 2000, le lancement d'une notation des produits. De tous les produits qui sont chez Bureau Vallée, qui sont référencés en magasin, sont tous notés sur des questionnaires adaptés. Donc, c'est des questionnaires plutôt qualitatifs qui permettent de dire si oui ou non le produit est plus ou moins, répond plus ou moins à des critères environnementaux et certains un peu sociaux. Donc, les fournisseurs doivent répondre pour chaque référence à une quarantaine de questions qui va concerner les usines, leur engagement et également le produit en lui-même, les matériaux, la toxicité, ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui tourne toujours. Et du coup, il y a en 2018-2019, on a voulu aller, on a fait ça, c'était en 2019, on a voulu aller sur une évaluation carbone, qui était un prérequis pour avancer ensuite sur une diminution du bilan carbone, parce qu'en fait, on avait besoin de savoir d'où on partait. Et puis, on avait besoin de savoir aussi un peu si les actions qu'on faisait avaient une réelle valeur. Donc, on est parti sur un bilan carbone sur les 3 scopes, ce qui me semble absolument essentiel de faire quand on est dans la distribution, parce qu'en fait, on se rend vite compte que la majorité de notre impact se trouve sur les produits, comme c'est le cas chez nous et chez, je pense, tout le monde dans la distribution. Juste, Colline, est-ce que c'est clair pour tout le monde les scopes? Oui. Très bien. Non, très bien. Du coup, voilà, donc on a lancé un bilan carbone sur l'année 2018-2019. Enfin, l'exercice, en fait, c'est... Et donc, voilà. Et derrière ça, en fait, le cabinet expert nous a parlé de ACT et de cette nouvelle expérimentation sur ACT pas à pas. Et donc, ça a pris pas mal de temps de discussion en interne, etc. Parce que comme on est en entreprise familiale, on n'a pas forcément l'habitude de formaliser les choses, de rentrer dans des process très administratifs. Et là, pour le coup, c'est quand même très administratif, très carré. Il y a tout un cadre à suivre avec des rapports à donner, etc. Et donc, il a fallu engager l'entreprise dans le projet. Une fois que c'était fait, donc là, c'était déjà beaucoup d'instances. Une fois que c'était fait, on s'est formé, moi et la personne qui me suit dans le cabinet expert, sur la démarche acte pas à pas. Ensuite, on a dû faire un diagnostic initial. Donc, c'est une espèce de questionnaire qualitatif pour voir où on en est sur la démarche. Et c'est quelque chose qu'on va refaire plusieurs fois
pour voir les progrès tout en suivant cette démarche, en fait. Et derrière, pareil, il fallait définir un conseil d'administration parce que chez nous, nous, il y a la famille, il y a des membres des différents services, mais c'est pas forcément, on n'a pas vraiment de conseil d'administration formalisé chez Bureau Vallée actuellement. Donc, il a fallu décider de qui ferait partie de ce conseil d'administration, désigner ce qu'on appelle un sponsor, donc un porteur de projet, et donc un coordinateur. Donc, pour le coup, c'est moi. Et donc là, dans le côté très carré de l'ADEME, rien qu'à la fin de cette étape, il fallait signer une lettre de mission par la direction. Donc, on explique un petit peu nos engagements, pourquoi on veut y aller, etc. Et en fait, moi, je trouve ça très bien parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui permet vraiment d'acter auprès de tout le monde une vraie volonté d'avancer dans ce sens-là. Et qui est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, en tout cas chez Bureau Vallée jusque-là. Et donc là, ça donnait un peu de solennel à toute cette démarche, en fait. Donc voilà, donc là, après, je pense qu'en fonction des entreprises et de l'appétence et du temps qu'on a pour avancer dessus, ça peut prendre moins de temps. Mais nous, on a mis environ dans les 6 mois entre toutes les discussions du départ, les discussions d'après, etc. Et du coup, dans la suite, il y a eu un travail de construction des indicateurs de performance carbone qui a été fait avec le cabinet expert. Donc là, on avait des modèles de l'ADEME, mais en fait, on a repris tout ça et on l'a adapté vraiment à Bureau Vallée en partant sur, nous, par exemple, comme je vous l'ai mis là, on a vraiment des produits qui sont classifiés par famille de produits, donc par acheteur. Et puis derrière, on a aussi précisé, je ne vous ai pas mis tout le tableau Excel, mais on a précisé par exemple certaines sous-familles de produits qu'on avait analysées dans notre bilan carbone comme étant les plus impactantes. Donc celles-ci, on va les suivre. On va mettre par exemple le nombre de collaborateurs en centrale, les déplacements, etc. On va mettre pas mal d'informations sur lesquelles on aimerait avoir un suivi et sur lesquelles on veut avoir un regard et une action, en fait. Et donc, du coup, dans ce tableau-là, on va retrouver un onglet vraiment les données de l'enseigne en termes de chiffre d'affaires, de quantité de vente, de déplacement, etc. Et puis une autre partie avec l'équivalent, avec les données bilan carbone qu'on va pouvoir mettre en face. Et du coup, comme les mousquetaires, nous, l'idée, c'est aussi qu'on puisse faire un bilan carbone tous les ans. Donc là, on en a refait un sur l'exercice 2020-2021. Donc, on l'a fait en 2021. Donc, c'était 2 ans après. Mais là, l'idée, c'est qu'on en refasse un en 2022 et qu'on enchaîne tous les ans pour pouvoir agrémenter ces données-là et avoir un suivi. Même si concrètement, là, on a déjà projeté les données avec nos objectifs de croissance, etc., pour avoir une vision de comment va progresser notre bilan carbone sur les années à venir si on ne fait rien. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir déjà une espèce d'endroit où on commence à avoir des indicateurs qui nous permettent de suivre toute cette évolution-là. Donc voilà, sur la première partie, qui selon moi a duré à peu près 6 mois parce qu'on a refait aussi le bilan carbone et que voilà, il y avait pas mal de discussions en interne. Et dans ces 6 mois-là, on a également organisé un atelier SWOT. Donc ça, c'est la première étape donc qui est un peu dans ce créneau-là. L'idée, c'est de travailler sur les opportunités et les menaces de l'enseigne dans un contexte de transition vers un monde bas carbone. Alors, c'est assez complexe à embarquer, pour le coup, le conseil d'administration là-dedans. Mais l'idée, donc, c'était vraiment ça, c'était de réfléchir à, par exemple, la prolongation de la durée de vie des produits ou l'arrêt de la fabrication de certains produits parce que des fournisseurs vont décider aussi de travailler sur leur bilan carbone et vont décider d'arrêter de faire certains produits, etc. Nous, il faut savoir que chez Bureau Vallée, on n'est pas du tout fabricant, on n'est que distributeur, donc on ne travaille qu'avec des fabricants. Et donc voilà, on vend des marques en fait. Donc, vous n'avez pas d'outils de production ou d'usine ou quoi que ce soit? Aucun. On travaille en direct avec les fournisseurs et c'est même pour le coup nos franchisés qui passent commande en direct de nos fournisseurs.
C'est-à-dire qu'on n'est même pas une centrale d'achat, on est une centrale de référencement. Donc, du coup, aussi, c'est pour ça que ce n'est pas si simple de travailler sur ces sujets-là. Et c'est aussi pour ça que la notation environnementale des produits avait été mise en place il y a un certain temps, parce que c'était déjà un premier gap, un premier filtre dans nos produits. Donc là, l'idée, c'était vraiment de travailler voilà, sur les opportunités menaces et ensuite de voir quelle probabilité il y avait pour tous ces risques et ces opportunités et en face de mettre des forces et les faiblesses de l'enseigne et du coup d'évaluer l'impact potentiel de ce risque ou de cette opportunité. Et ça nous donne une espèce de vue d'ensemble avec un triangle d'attention qui va nous permettre ensuite de travailler sur la suite, sur la vision qui vient après. Donc ça, c'était un premier atelier qu'on a fait. D'abord, on l'avait fait avec donc, le conseil d'administration, le cabinet expert qui était venu pour animer. Et ça avait été très laborieux pour le coup. Un avantage, c'est qu'on avait du coup initié le sujet auprès du conseil d'administration, on les avait formés à toutes ces questions de carbone, etc. Mais c'était tellement... en fait, on se projette en 2050 ou en 2040, c'est tellement lointain qu'ils avaient du mal à rentrer dans le sujet. Beaucoup de mal aussi en tant que distributeur à se dire on ne saura pas rebondir. Ils étaient vraiment dans un mode de toute façon, si tel produit disparaît, ce n'est pas grave, on trouvera bien quelque chose d'autre à faire. Donc, il y avait une difficulté à se projeter dans ce sujet-là. Et du coup, ça a créé à la fin de la journée, parce que c'est une journée entière, un manque de temps pour tout traiter, l'affinement avec les forces et faiblesses, les impacts, etc. Donc, on a refait un atelier, cette fois-ci avec un groupe de travail franchisé qui travaille spécifiquement sur des sujets RSE. On est reparti de ce qui avait déjà été fait et on a affiné les sujets, on a complété en fait. Voilà. Donc, je vous en parle parce que, en fait, de ces difficultés-là, parce qu'en fait, du coup, c'est quelque chose qu'on a revu sur l'atelier suivant. Donc, après avoir travaillé ça, en fait, ce qu'il faut, c'est prévoir donc un atelier autour de la vision. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élargi le périmètre des participants. Donc, on avait toujours les membres du conseil d'administration, on avait toujours le cabinet expert pour l'animation, mais on avait également invité 2 fournisseurs à participer, 2 salariés de magasins en propre et 2 franchisés. Donc, c'était déjà beaucoup plus élargi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu anticipé cet atelier-là en se disant, OK, ça a été très dur de rentrer dans le sujet sur les risques et opportunités. Là, la vision, l'idée, c'est de se projeter pour nous, c'était 2040, se projeter en 2040. Ça va être très compliqué de les embarquer, surtout qu'on a des personnes externes qui vont venir. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par les inviter en leur rappelant les objectifs de l'atelier et en leur partageant un résumé exécutif de Transition 2050 de l'ADEME. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à aller le voir, c'est très intéressant. L'idée là-dedans, en fait, c'est donc l'ADEME qui a fait un genre d'exercice pour projeter le fait d'atteindre des objectifs carbone en 2050 en disant, OK, quel genre de société il faut pour atteindre cet objectif-là. Et ils ont plusieurs scénarios, en fait. Et je pense que la vérité n'est pas dans l'un de ces scénarios, mais ça va probablement être dans un mix de ces scénarios-là. Et ça permet, disons, de projeter. Et donc, il y a pas mal d'outils, il y a un résumé exécutif, il y a également des affiches qui en parlent. Et donc, on a partagé ça en amont en leur demandant de bien lire pour se mettre dans l'ambiance, en fait. Et à ça, à la veille, on avait organisé une visio d'1 heure avec une remise en contexte et les objectifs de l'atelier. Ce qui a vraiment permis que le jour J, ça a été vraiment très efficace. C'est-à-dire que tout le monde était dedans, même les fournisseurs, même les salariés, ils étaient vraiment très enthousiastes et avec plein d'idées sur le sujet. Et donc, l'idée, c'était vraiment de se projeter. On commençait par se projeter dans un futur souhaitable en se disant, OK, quelles vont être les évolutions pour notre secteur dans ce futur-là. Et du coup, dans ce futur-là, se dire, OK, quelle est la raison d'être de l'enseigne
et quelle est notre raison d'exister dans ce monde bas carbone, en fait. Et donc, du coup, ça a donné un travail où on s'est répartis en 3 groupes. Donc, c'est un peu ce qu'on connaît bien sur le why, how, what. Mais sauf que là, du coup, c'est vraiment avec un focus dans un monde bas carbone. Et on s'était répartis en 3 groupes. Un groupe sur les modèles économiques, un groupe sur le point de vente, un groupe sur plutôt l'influence sur les parties prenantes. Et donc voilà, avec une restitution. Et en fait, sur cette journée-là, on a tellement été efficace qu'en fait, on a pu avancer sur la feuille de route. La feuille de route, l'idée, c'est une fois qu'on a un peu cet objectif-là de 2040, c'est de dire, OK, quels sont les steps pour y arriver, quelles sont les étapes, en fait. Donc, on se met des paliers aujourd'hui, 2025-2030, et on explique, OK, quelles vont être les choses à faire en 2025, quelles vont être les choses à faire en 2030 pour atteindre cet objectif de 2040. Donc, pareil, répartition en sous-groupes selon les thématiques qu'on s'était données. Et donc, comme je vous le disais, un groupe très productif qui a permis d'amener aussi pas mal de choses, notamment via les personnes externes, une vision un peu, une prise de recul, une appropriation facilitée par justement l'étude de transition 2050. Et du coup, derrière ça, en fait, ce qui a été assez rigolo, entre guillemets, c'est que on faisait déjà pas mal de brainstorm. Le fondateur est assez friand de groupes de réflexion, de brainstorm, etc. Il y avait pas mal d'idées qui étaient déjà sorties sur d'autres thématiques de brainstorming. Mais il y avait déjà eu pas mal d'idées, notamment sur le développement de certains services, etc., mais qui n'avaient pas été suivies à l'époque, pas forcément lancées, parce que pas les équipes, pas la priorité dessus, etc. Et là, en fait, le fait que ce type de sujet ressorte de nouveau dans cet atelier-là, ça a vraiment créé une prise de conscience chez les personnes qui prennent les décisions dans l'enseigne. Et du coup, on a plus ou moins mis en pause donc le acte pour l'instant, parce qu'il y a vraiment là une appropriation du sujet par les membres de la direction qui veulent lancer une genre de grande réflexion interne, grand process d'embarquement de tous les salariés là-dedans, avec une réflexion plus large qui est en ligne de mire les objectifs carbone, mais qui intègre également tous les autres services et aussi nos autres problématiques, notamment sur les services informatiques, le digital, etc. Et donc voilà, donc là on est un petit peu dans ce moment-là. En fait, la vision feuille de route stratégique, on l'a fait en février. Et donc là, il y a un petit peu des discussions, des réunions en interne pour essayer de se réorganiser, essayer de voir comment on peut affiner tout ça. Donc en fait, le travail sur la vision et le plan stratégique va servir de base de travail pour définir vraiment des grands objectifs et des grands projets à lancer. Voilà. Et donc après, donc là pour l'instant on est un petit peu en pause, mais théoriquement la suite du projet ACT, c'est du coup définir un peu plus précisément le palier 2025 en disant ok, c'est quoi les projets concrets en 2025, et le plan d'action, c'est vraiment quelles équipes, quel budget, etc. Et puis le déploiement, etc. Donc, on n'est pas loin du compte, mais du coup, on attend que toutes les choses soient bien précisées, bien claires dans la tête des membres de la direction. Voilà. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, allez-y. Merci. Oui, du coup, j'ai une question qui me vient. Le bilan carbone, donc vous l'avez fait sur tous vos franchisés, donc France et international. Non, non plus. On est resté que sur la France. En fait, on a 90% de notre réseau qui est en France. Et en fait, comme on sait que nos produits, c'est 90% de notre bilan carbone et que tout est décidé en France,
Du coup, on est vraiment parti du principe qu'on n'allait pas se compliquer la vie pour l'instant et qu'on allait commencer par faire un bilan carbone France. Mais à terme, on va l'intégrer. Ouais, et vos produits viennent de France ou vos fournisseurs sont potentiellement basés en Chine ou en Europe? Alors, on a beaucoup de fournisseurs qui sont en France et en Europe. Parce que sur produits de papeterie, etc. Mais on a aussi des produits qui viennent de Chine. Mais ça, par contre, on l'a pris en compte dans notre bilan carbone. Okay. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre chiffre d'affaires, on a regardé nos ventes, nos quantités de vente de produits en France. Mais on a intégré l'origine des produits dans notre bilan carbone. D'accord. Il y a une question. Est-il possible de partager votre tableau Excel d'indicateurs de performance carbone? Je ne suis pas sûre. Je vais me renseigner, mais je ne suis pas sûre. J'avoue que c'est le travail quand même du cabinet expert et que c'est vrai que c'est des données qui sont assez précises pour Bureau Valais. Donc, je vais me renseigner. C'est des indicateurs qui sont très spécifiques, effectivement. Du coup, Anastasia, qu'est-ce que vous attendez Je crois que son micro. Son micro, oui, mais je peux lire. Bon. C'est vrai que les indicateurs sont propres à chacun, donc les réutiliser, peut-être pour illustrer, pour voir comment vous avez, peut-être nous en dire un petit peu plus sur comment vous les avez construits. Alors, attendez. Hop, oui, du coup, en fait, donc, pour le coup, l'ADEME propose un modèle déjà structuré dans son accompagnement de actes pas à pas. Mais c'est très générique, on va dire. C'est des données génériques pour n'importe quel type d'entreprise, même dans l'industrie ou autre. Et donc, à partir de là, en fait, on s'est vraiment basé sur ce qu'ils proposaient. Et de là, on a décliné par rapport à ce que nous, on a l'habitude de suivre aussi en interne. On a déjà pas mal de suivi autour de notre chiffre d'affaires, nos quantités de vente, etc., sur nos produits. Et donc, on a juste repris globalement nos familles, etc. Puis, on a affiné aussi avec ce qu'on avait commencé à suivre avec notre premier bilan carbone. Notamment, par exemple, on s'était intéressé, on vend du matériel informatique reconditionné. On s'était intéressé à essayer d'évaluer ce que ça représentait en termes de carbone évité, la vente de ce matériel informatique reconditionné. Et donc, du coup, on a intégré, par exemple, comme données, les quantités de vente, le chiffre d'affaires et du coup, en face, le carbone émis et le carbone évité pour ce genre de choses. Pareil sur les cartouches, le fait de racheter les cartouches et de vendre des cartouches de seconde main, on a intégré ce genre de petits critères qui nous permettent d'avancer. On a un suivi très précis de l'origine de nos produits via nos questionnaires environnementaux. Donc, on sait s'ils sont origine France, Europe ou monde. Et du coup, ça, pareil, on a un suivi, on s'est mis un suivi des quantités de produits vendus qui sont origine France pour voir si on progresse dans le bon sens ou non. Donc, voilà. Après, tout à l'heure, tu as parlé de l'ADEME, donc de l'accompagnement. En quoi l'ADEME vous accompagne? C'est financier aussi? Comment ça se passe? Oui, alors, comme c'est une expérimentation, on a pu être éligible à un accompagnement financier. Après, ce n'est pas énorme, mais en gros, ils vont nous rembourser une partie de ce qu'on paye au cabinet expert pour nous accompagner dans cette démarche, en fait. Et après, le reste de l'accompagnement, ça a été la formation sur la méthodologie et puis tous les outils qu'ils nous ont donnés pour faire cette méthodologie, quoi. Donc, c'est beaucoup de fichiers Excel avec des exemples de travail. Donc, par exemple, le travail sur le SWOT, tout ça, c'est des outils qu'ils ont déjà mis en place et qui nous ont formés dessus.
parce que ce n'est pas un SWOT lambda, c'est vraiment adapté à une réflexion sur la transition bas carbone. Voilà. Et donc voilà, et puis avec aussi, comme je le disais au début, tout un process avec des rapports à donner à des temps donnés pour vraiment valider un certain rythme d'avancement. En fait. Voilà. C'est un vrai engagement auprès de l'ADEME finalement. Exactement, ouais. Qui cadre et donc du coup qui rejoint ce que tu disais tout à l'heure dans une entreprise familiale. Ouais. Ça structure beaucoup en fait la démarche. Exactement. J'ai une question, Manon, chez Truffaut. Est-ce que, donc, j'aimerais bien comprendre, suite au bilan carbone, comment vous avez procédé parce que est-ce que l'ADEME vous aide avec ACT à mesurer en fait les diminutions d'émissions carbone pour chaque item, pour chaque indicateur, parce que ça, c'est pas forcément évident de chiffrer en fait combien d'émissions ça nous permet, enfin, s'il y a une action de réduction, combien est-ce qu'elle va être et l'impact financier. Ça, comment vous procédez? Non, pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler avec le cabinet expert. L'ADEME propose des méthodologies, même en dehors de la méthodologie ACT, il y a pas mal de choses qu'on peut trouver sur les méthodologies de calcul, mais c'est vraiment le cabinet expert qui va nous accompagner là-dessus parce qu'on n'est pas assez staffé en interne pour travailler là-dessus. En fait. D'accord. En fait, voilà, moi, je suis chef de ce projet-là, mais ce n'est pas mon seul projet en interne chez Bourgogne. Ouais. Non, de l'ADEME, ça, je connais juste le fameux document très long et assez complexe de réduction des émissions. Mais après, c'est vrai que c'est assez complexe, je trouve, s'en faire accompagner, de vraiment calculer nous-mêmes les réductions. Et forcément, on nous demande l'impact aussi sur le chiffre d'affaires, donc ça aussi, c'est pas évident. Okay. Ouais, je suis complètement d'accord. Donc, tu confirmes, Colline, l'intérêt de travailler avec un cabinet pour se lancer dans le sujet de la stratégie bas carbone? Ah bah, c'est sûr que nous, aujourd'hui, au siège social, on est une 60aine de personnes. Hein. On n'a pas les équipes pour se lancer là-dedans. Mais c'est rien à voir. Par exemple, les mousquetaires, ils sont beaucoup plus importants. Et malgré tout, ils se font quand même accompagner par un cabinet spécialisé. En fait. Est-ce que l'ADEME impose du coup de travailler avec un cabinet, un bureau d'études sur le sujet ou du coup vous êtes libre? Non, c'est préconisé. C'est fortement préconisé, mais ce n'est pas imposé. On peut s'en passer. D'autres questions? J'avais une question. Merci pour la présentation d'abord. Est-ce que vous avez pu constater des autres améliorations à cause de cette mise en place des stratégies basse carbone, c'est-à-dire au niveau de cohésion d'équipe, des coûts, des indicateurs RSE Alors, pour l'instant, on n'en est vraiment qu'au début. On n'a pas encore du tout déployé. Du coup, pas vraiment. On a commencé à communiquer un petit peu en interne au niveau des franchisés sur notre bilan carbone et ce qu'ils pouvaient déjà mettre en place pour commencer à essayer d'améliorer les choses. Mais on n'a pas encore vraiment validé notre objectif. On n'a pas encore vraiment validé les projets. Donc, pour l'instant, c'est encore trop au début, en fait. Merci. Ce qui est tout de même intéressant, c'est que d'avoir lancé le travail sur la stratégie bas carbone, a lancé un travail plus large de stratégie globale d'entreprise. Exact. Et, je rebondis sur ce que disait Jean-François Filot, cabinet expert, en disant il n'y a pas de stratégie bas carbone sans stratégie globale, en fait. Et là, vous avez commencé par... et voilà, c'est la sensibilisation, la conscientisation, finalement, de l'impact qu'a la stratégie environnementale, hein, du coup, par rapport à la stratégie d'entreprise. Et qui a permis, en fait, de gérer des risques pour l'entreprise, pour la viabilité de l'entreprise. Donc, c'est plutôt
plutôt très intéressant. Est-ce qu'il y a des commentaires? Peut-être qu'on finira après, Valérie, sur des partages sur où vous en êtes chacun. Savoir si vous rencontrez des freins par rapport à la mise en place future d'une stratégie bas carbone. Ça peut être intéressant aussi, savoir où vous en êtes. Bon, écoutez, si pas d'autres questions, s'il y a d'autres questions après qui vous viennent en tête, Colline reste avec nous pour pouvoir vous répondre. Du coup, Valérie, je vais te laisser la main. Je vais partager mon écran. Donc, Valérie, Sephora. Vous voyez mon écran? Oui. Super. Donc, Sephora, donc on a fait notre bilan carbone monde. Donc, Sephora, je vous présente assez succinctement, mais un retailer est également distributeur, et on a également une marque propre qui s'appelle Sephora Collection. Et on est présent sur tous les continents sauf l'Afrique. On a à peu près 2500 magasins. Et le bilan carbone a été fait sur tous ces magasins. Donc Sephora, c'est donc une enseigne internationale, évidemment. On n'a pas de franchisé. Tous nos magasins sont en propre. On appartient au groupe LVMH depuis 1997. Donc, LVMH a une stratégie environnementale, et évidemment, l'objectif, c'est de rallier les 70 maisons du groupe autour de cet objectif environnemental, même si chaque maison du groupe est très indépendante dans sa stratégie, finalement, dans ses ambitions. Donc, LVMH a lancé sa nouvelle stratégie qui s'appelle Life 360. 360 pour 2023, 2026, 2030. Donc, en ligne avec les objectifs SBTI, qui sont en ligne avec les accords de Paris, et donc le maintien du réchauffement climatique en dessous des 1,5 degrés. Donc Sephora, comme toutes les autres maisons du groupe LVMH, se met en ordre de marche pour remplir ses objectifs. Donc, je suis désolée, mon bilan carbone est en anglais, mais du coup, je vais vous le commenter en français, parce que du fait qu'il est global monde, c'est plus simple pour nous pour communiquer en interne. Donc, pour diminuer son empreinte carbone, le premier step, c'est bien évidemment de mesurer. Et pour mesurer un bilan carbone, c'est un bon exercice pour connaître ses impacts. C'est le premier pas vers sa stratégie carbone. Ensuite, avoir une vision de sa trajectoire carbone et des actions à mettre en place pour y parvenir. Donc, nos bilans carbone est un bilan carbone monde, donc sur 3 zones, ce qu'on appelle nous des zones, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe, Moyen-Orient et l'Asie. Donc, on a fait notre bilan carbone sur l'année 2019, parce que c'est une année qu'on appelle business as is, c'est-à-dire normale, par rapport aux années 2020 et 2021 où on a connu des fermetures de magasins par rapport au Covid, et donc une baisse des consommations. Donc, ce n'était pas tout à fait une année de référence stratégique à prendre en compte, je dirais. Et on a travaillé avec un cabinet international qui s'appelle Quantis, qui a également travaillé sur le bilan carbone du groupe LVMH. Je dirais que l'avantage d'un business intégré, des magasins propres, c'est que nous avons pu récupérer les données réelles qui sont nécessaires à un bilan carbone, je dirais, exhaustif. Et on a pu aussi se baser sur un reporting environnemental qu'on remonte au groupe chaque année. Après, je dirais peut-être les freins, si on peut dire qu'il y a un frein, c'est qu'on est effectivement un gros groupe. Du coup, il y a beaucoup de données à compiler qui sont liées à nos 2500 magasins, points de vente qu'on a dans le monde. Donc, c'est beaucoup de tableaux et beaucoup de données à mettre
à mettre en avant, à compiler, à consolider et beaucoup d'équipes aussi également à mettre à contribution. Donc, notre bilan carbone couvre toute la chaîne de valeur de Sephora, donc de la fabrication de nos produits par nos fournisseurs, parce que nous non plus, nous n'avons pas d'usine, nous n'avons pas d'outils de fabrication, à la livraison de ces produits, donc par nos fournisseurs, à leur distribution chez nos clients et dans nos magasins, et ensuite à l'usage de ces produits chez nos clients. Donc, cette chaîne de valeur couvre l'extraction de la matière première, la fabrication, l'usage et la fin de vie des produits sur les 3 zones, en incluant également notre marque propre Sephora Collection, mais également on inclut les marques que nous hébergeons en magasin. Donc la partie responsabilité directe signifie que Sephora peut agir directement sur ces produits et indirect, qu'il y ait une sphère d'influence, je dirais, à avoir auprès de nos parties prenantes. Voilà, donc on voit toute la partie scope 1 et 2 et une partie transport qui font évidemment toute partie de notre responsabilité directe et toute la partie qui vient des fournisseurs et ensuite la partie usage et fin de vie qui est la partie responsabilité indirecte, mais pour lequel, effectivement, on a quand même un travail à faire. Donc, voici le résultat de notre bilan carbone. Donc, Sephora, c'est 1,4 million de tonnes équivalent CO2. Donc, ça représente l'empreinte carbone de 126 400 Européens sur une année. Ce qui n'est pas rien. Ça représente également 2,9 kg équivalent CO2 par unité vendue. Si ça aide un petit peu plus. Donc, l'empreinte de Sephora, c'est une empreinte assez commune pour une entreprise comme la nôtre. On voit que l'impact le plus important se situe sur l'usage de nos produits. 60%. Donc, l'usage de nos produits, c'est l'usage des produits de la marque, plus les produits que l'on vend. Mais j'y reviendrai plus en détail après. La fabrication de nos produits, c'est-à-dire le sourcing de la matière première pour nos formules et packaging avec 12%. Le transport amont, c'est le transport du fournisseur à nos entrepôts et transport aval, c'est de nos entrepôts à nos magasins et à nos clients. Les opérations représentant la consommation d'énergie de nos magasins, de nos sièges et de nos entrepôts, pour ceux qui nous appartiennent, parce qu'on est souvent hébergés par nos logisticiens, mais on a quelques entrepôts qui nous appartiennent, notamment en Asie. Voilà, donc les impacts sont entourés. Donc, je vais commencer par l'impact des 12% qui correspond donc aux produits vendus chez Sephora directement. Donc, si on regarde derrière ces 12%, l'impact principal vient des accessoires que nous vendons par rapport à leur production, c'est-à-dire à l'extraction des métaux pour la fabrication des éléments électroniques. Le deuxième gros impact, c'est les produits de soins, parce que c'est un gros volume vendu chez Sephora, avec l'extraction des matières premières, notamment pour le packaging, une partie de la formulation, et pareil pour le make-up, par rapport à l'extraction des matières premières pour la formule et pour le packaging. Si on regarde les 60% donc, qui sont le plus gros impact et qui sont une responsabilité indirecte pour Sephora, mais une responsabilité sur laquelle il va falloir travailler, donc ça correspond à l'usage des produits chez le client. Ce qui correspond en fait au client, quand il achète ce produit et qu'il l'utilise chez lui, on a une responsabilité puisque les accessoires qu'on retrouve, l'impact des accessoires est lié à l'énergie utilisée chez le client pour les faire fonctionner. Donc, en France, on est en nucléaire, donc une énergie décarbonée, mais dans d'autres pays, c'est une énergie qui est complètement grise, donc avec un impact CO2.
Il y a l'impact des produits rincés, donc tous les gels douche, shampoings, à cause de l'énergie utilisée pour faire chauffer l'eau. Il y a également les produits comme le vernis à cause de l'utilisation de coton, qui a un impact, notamment la fabrication du coton demande beaucoup d'eau, et également les produits qui servent à retirer le vernis. Et pareil pour le maquillage, puisque le maquillage nécessite notamment d'utiliser des cotons et un produit démaquillant. Alors, on a sciemment utilisé le coton. Il y a des gens qui n'utilisent pas de coton. Il y a des gens qui utilisent du papier réutilisable, des cotons en fait réutilisables et lavables. On est parti du principe que on est parti sur le worst case en fait. Donc voilà. Donc Sephora vend également quand même une multitude de produits qui n'ont pas d'impact à l'usage, fort heureusement. C'est le cas notamment de tous les parfums et les produits soins qui se mettent directement sur la peau et qui n'ont pas besoin d'utiliser de coton ou d'énergie pour être utilisés. Donc là, on retrouve ce schéma avec les différentes catégories. Donc, on voit bien les accessoires avec l'impact de 46%, les produits rincés 34% et le make-up 15%. Le reste des produits étant évidemment bien moins important. Sur la partie transport, donc 8% de notre impact. Donc, il s'agit des transports amont et aval, donc la livraison des produits par les fournisseurs jusqu'à nos entrepôts, et de nos entrepôts pour livrer nos magasins et livrer également nos clients. Et en détail, donc le principal impact vient des produits acheminés par avion. Ça représente 9% de nos volumes. Donc, ce n'est pas le principal mode de transport utilisé. Par contre, ça nous impacte à 65%. On voit clairement que l'avion a un gros impact environnemental sur notre transport. Donc, on doit travailler pour diminuer cet impact. Donc, ça veut dire switcher de l'avion au bateau ou à la route pour évidemment les 9% de livraisons qui se font par avion chez nous, essentiellement des produits de nos marques exclues qui viennent des États-Unis. Les 5% qui viennent des opérations, donc c'est l'impact de nos magasins, sièges et entrepôts, pour les entrepôts qui nous appartiennent, qui sont liés à la consommation d'énergie utilisée principalement dans nos magasins. On a 2500 magasins. Donc, la moitié, enfin, on a 1000 magasins sur Europe, Moyen-Orient, l'équivalent en Amérique du Nord et environ le dernier tiers sur la zone Chine et Asie. Donc, sur l'Europe, on est à 50% en énergie verte. Donc, on achète des certificats d'énergie verte. En Amérique du Nord, donc, les États-Unis sont 100% énergie verte, mais il nous reste le Canada qui reste en énergie grise. Et en Asie, on est clairement en énergie grise. C'est l'offre énergie verte étant moins accessible, je dirais. Vous avez à côté un schéma qui représente l'impact CO2 par zone. Donc, on voit clairement que le fait d'être en énergie verte, notamment pour les Amériques, diminue drastiquement l'impact des émissions CO2 pour la zone. Donc, notre feuille de route, ça va être celle-ci, en fait. On va travailler sur nos principaux impacts. Donc, ce slide représente les premières actions qui ont été identifiées pour chaque impact. Donc, pour la partie sourcing et fabrication, donc travailler sur la réduction des packaging, utiliser évidemment de la matière recyclée, recyclable et travailler à l'éco-conception de nos produits et formulations. Pour ce qui est de l'usage chez le client, donc on réfléchit à mettre en place des accessoires de seconde main, reconditionnés,
voire une diminution de l'offre sur ces accessoires électriques et électroniques. Pour les transports, la réduction de l'aérien semble une évidence, évidemment, avec un impact de 65%. Mais également la mobilité douce, comme la livraison par les transports électriques, que nous avons déjà déployée en France et dans quelques pays d'Europe, ainsi que dans certaines villes de Chine. Voilà. Pour les magasins, eh bien, le travail va se faire sur, pour l'Europe, l'énergie verte, faire une offre énergie verte globale pour être 100% green energy et trouver une alternative sur l'Asie. Et puis, bien évidemment, je dirais la réduction de nos consommations. Donc, on travaille beaucoup sur l'offre merchandising, les écrans en magasin, toutes ces choses qui effectivement consomment de l'énergie en magasin. J'ai assez peu parlé des 6% du commuting, qui reste quand même 6%. Donc Sephora a mis en place 2 jours de télétravail par semaine. Je rappelle que ce bilan carbone est sur l'année 2019, donc on n'avait pas cette offre à l'époque. Donc, ce commuting va permettre de diminuer l'empreinte des 6% et on est évidemment dans la sensibilisation de nos collaborateurs de venir le plus possible quand l'offre transport s'y prête en transport et sinon en mobilité douce comme venir à vélo par exemple. On organise chaque année des journées d'ateliers de réparation vélo et de sensibilisation vélo pour nos salariés. Voilà, c'est la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors moi, j'ai une petite question. Donc, le poste le plus émetteur, c'est l'utilisation chez les clients. Ouais. Vous avez beaucoup parlé d'utilisation du coton. Et finalement, dans les plans d'action, la feuille de route, on voit que c'est plutôt axé sur les appareils électriques. Oui, parce qu'au final, c'est les appareils électriques qui ont le plus gros impact par rapport aux produits rincés et par rapport au make-up. Donc, mais il est évident qu'on va travailler sur les 3 axes. D'ailleurs, Sephora propose maintenant ce qu'on appelle des produits Good For, qui sont des produits good for the planet, donc avec des packaging éco-conçus, ou Good for You avec des formules naturelles. Voilà, donc Sephora travaille sur une offre plus large avec moins d'impact. Et assurément, on va travailler continuer de travailler sur ces sujets. Est-ce que du coup, en termes de plan d'action, il y a de la pédagogie qui est faite vers le client pour expliquer, il y a de la communication qui est faite? Alors, pour l'instant, on n'en est pas là. On vient juste de finaliser ce bilan carbone. On l'a présenté en interne fin avril. Donc, vous voyez, vous êtes presque les deuxièmes à avoir la primeur de ce bilan carbone. Donc, on en est vraiment, là, c'est des réflexions de plan d'action. On va mettre en place des workshops pour engager les 3 zones et puis engager surtout les différents départements qui sont contributeurs. Donc, ça veut dire que sur les transports, on va travailler avec Cantis et puis Sephora et les départements concernés pour voir comment on peut, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour diminuer ces 9% de produits qui sont acheminés par avion. Donc, est-ce que c'est dans le cahier des charges qu'il va falloir revoir ça, dans le planning de livraison? Voilà. Donc, c'est des choses qu'on va commencer à mettre en place là, dans les prochaines semaines. Ok. Bonjour. Barbara Grillo, groupe SMCP. J'ai une question concernant la diminution de l'énergie utilisée dans les magasins. Je me demandais comment vous avez pu tracer toutes les consommations d'énergie parce que je suis à fond dans le sujet et c'est assez compliqué. Oui, c'est très compliqué. Alors, on a un reporting à faire chaque année au groupe parce que le groupe est
est un groupe qui est obligé, par rapport à ses actionnaires, de faire un reporting environnemental. Donc, toutes les maisons ont obligation de remonter leur consommation d'énergie. Comme c'est moi qui le fais, en fait, je contacte tous mes pays, je leur fournis un tableau avec tous les magasins et ils me remplissent les consommations sur l'année de leur magasin. Et du coup, d'une année sur l'autre, je sais exactement s'ils ont diminué leur consommation ou augmenté leur consommation d'énergie. Et donc, je fais une consolidation de mes 14 pays, parce que moi, je suis sur un scope Europe, Moyen-Orient, donc j'ai 14 pays, à peu près 1000 magasins. Donc, je fais une consolidation de tous ces pays et de tous ces magasins et que je renvoie du coup dans chaque pays, il y a un référent qui vous donne les informations. Exactement. C'est un référent qui est souvent... moi, je suis beaucoup sur la partie site magasin. Donc, c'est beaucoup un référent qui est un responsable maintenance, un directeur travaux. Ça peut arriver que ça soit le directeur financier ou comptable. D'accord. Et du coup, vous travaillez aussi avec des entreprises qui vous permettent de savoir combien vous consommez pour chaque usage. Donc, par exemple, combien pour le back-office, combien pour les ascenseurs. Alors, on commence. On vient de... On travaille... C'est tout nouveau. On a mis ça en place pour notre flagship des Champs-Élysées. Donc, un metteur par usage. Et on l'a mis en place au mois de mars pour connaître les consommations, mais c'est quelque chose qu'on veut mettre en place dans tous nos magasins parce qu'effectivement, par usage, on s'aperçoit que la consommation d'énergie, ce n'est pas forcément celle à laquelle on pense qui est la plus impactante, c'est-à-dire, je pense à l'énergie des plafonds ou l'éclairage du magasin lui-même, c'est souvent un impact qui est lié au merchandising, en fait, qui est en place dans nos magasins, parce que on héberge pas mal de marques qui, du coup, arrivent un petit peu avec leurs meubles, leurs écrans, iPad, éclairage, etc. Et ben, c'est Sephora qui a cet impact à sa charge dans ces magasins. Donc voilà. Mais on a fait des audits énergie. Et avec ces audits énergie, on a eu notamment le découpage par usage des consommations d'énergie. Ok, super. Merci. Pour compléter sur bonjour à tous. Bonjour. Et à toutes, je ne sais pas s'il y a un tous. Bruno Dauphin, en charge de la RSE chez Midas France. Pour compléter sur la partie énergie, on regarde aussi des solutions chez nous de coupure automatique pendant les heures creuses afin de permettre là aussi des oublis. Il peut y en avoir. Dans la partie magasin, très souvent, il n'y en a pas. Je dirais parce que c'est la partie visible, mais on a toute la partie stock. En plus, il y a des sous-sols et autres. Malheureusement, il y a le phénomène de détecteur. Oui, c'est pratique, mais il faut toujours être en actif. Il faut bouger. Donc, c'est un peu des fois contraignant et peut être anxiogène auprès de certains collaborateurs. Il y a des solutions aussi, je sais, de prestataires qui mettent des appareils. Je sais qu'au sein du groupe, il y a eu des essais qui ne sont pas obligatoirement très concluants, qui permettent en fait de mesurer aussi avec des indicateurs de température extérieure, parce que comparer un mois d'avril avec où il fait peut-être 0, avec un autre mois d'avril d'une autre année où il fait 20 degrés, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes consommations. On aurait les mêmes consommations, oui, par rapport au jour et à la nuit, mais par rapport au chauffage, par rapport à tous ces éléments-là qui peuvent être, je dirais, qui peuvent augmenter fortement la facture. Et donc, la consommation, il est clair que, voilà. Mais néanmoins, les retours que l'on a ne sont pas concluants encore pour des gains. On a une visibilité. Maintenant, c'est comment j'agis pour réduire. Bon, quand il fait 0, on ne va pas couper le chauffage parce que l'année dernière, il faisait 20 degrés. Quoi. Et ces coupures automatiques, vous les faites comment? C'est la nuit? Comment ça se passe?
Alors, pour l'instant, on est en train d'étudier. Oui, ça serait la nuit, en fait, à des périodes bien, en fait, où il n'y a pas d'activité du centre. Alors, nous, Ok. on est dans le secteur automobile, donc on peut avoir un exemple des compresseurs, des éléments externes qui sont fortement énergivores. Mais ça demande aussi une réflexion par rapport à l'installation électrique. On appelle ça des circuits dits de délestage où on maintient seulement certains équipements et pas d'autres. Voilà. D'accord. Donc, ce sont des solutions qui existent dans beaucoup d'entreprises qui ont la volonté, par obligation, de faire des ruptures de connexion, tout simplement parce que la société est normalement pas en fonction. Voilà. Je ne pense pas que dans l'automobile, on travaille à 3 heures du matin. A priori, non, mais… Voilà. Ok, très bien, très intéressant. J'ai une petite question, excusez-moi, avant de vous laisser, je dois partir dans 3 minutes. Je suis désolée, du coup, Valérie, ma connexion a été très mauvaise sur juste votre slide sur du coup, la fabrication. Oui. Donc, j'avais noté skincare, make-up notamment. Et les accessoires. Voilà, les accessoires. Les accessoires, ils sont à combien de pourcents Pardon, c'est un peu précis, mais… Alors, les accessoires, je vais vous redire ça. Tac, tac, tac. C'est intéressant. Non, c'est vraiment intéressant, du coup, tout le travail qui a été fait. Hop. Donc, les accessoires, ils sont 32. Et skincare, d'accord. Et du coup, j'ai vu pas mal de pistes sur le packaging. Est-ce que au niveau de la fabrication aussi, il y a un impact important, disons, au niveau des composés, des matériaux? Par exemple, dans une crème, finalement, qu'est-ce qui va impacter le plus au niveau du carbone? Est-ce que vous avez ce degré de connaissance? Alors, je n'ai pas ce degré, mais après, dans une crème, si vous utilisez, par exemple, c'est la partie biodive, ça va être la partie extraction de ce que vous allez prendre pour l'ingrédient lui-même. D'accord. Ok. Oui, le matériel. Et là, donc, un travail sur le sourcing ou Oui. ce serait ça, d'accord. Sur le sourcing, notamment sur le packaging, on a rapatrié tous nos fournisseurs sur l'Europe. D'accord, merci beaucoup. Au niveau des produits qui sont fabriqués par vos partenaires, du coup, vous leur imposez ou demandez ou recommandez un cahier des charges? Oui, il y a un cahier des charges qu'il aurait imposé. Après, c'est plus spécifiquement sur nos produits, donc sur la marque Sephora Collection. Et notre marque propre va commencer son premier bilan carbone cette année. Donc, on va avoir un retour plus exhaustif sur la partie, je dirais, parfum et cosmétique. Que Sephora, en fait, on a un peu la double casquette. On est un retailer et on a aussi notre marque propre. Donc, le bilan carbone est sur le global, mais Sephora Collection va faire son bilan carbone sur ses produits, ses transports. Je revenais par rapport au transport aérien. Malheureusement, j'étais sur d'autres occupations avant, donc je n'ai pas eu le début. J'aurai un plaisir de voir le replay lorsqu'on le recevra. Néanmoins, sur le transport, toujours dans les échanges qu'on peut y avoir sur la RSE, on sait que sur certains produits, l'avion reste au-delà de la pollution, mais surtout d'un point de vue économique, des fois plus rentable par rapport aux bateaux ces dernières années, notamment. Qui nécessitent un rapatriement ou un traitement assez rapidement. Est-ce que vous êtes arrivé à établir un point à dire on n'a pas le choix, entre guillemets, on est obligé d'utiliser l'avion et c'est ainsi. Par contre, on doit trouver, et là c'est le scope 3 qui va plus aller
rechercher des éléments de compensation. Est-ce que vous avez réfléchi, est-ce que j'ai bien compris, hein, vous avez fait votre premier bilan carbone. Non, c'est le troisième. Ah, le troisième, c'est pour ça que je n'étais pas là. Voilà. Donc, c'était juste, voilà, est-ce que vous êtes vraiment aussi parti sur se dire, bah, ça, malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas prendre cette décision. C'est trop contraignant, ça demande beaucoup plus d'énergie à côté, quoi, hein. C'est vrai que peut-être sur le chiffre affiché, c'est intéressant, mais de l'autre côté, ça peut être aussi contraignant. Est-ce que cette réflexion a été faite aussi chez vous? Alors, pas encore, parce qu'on va démarrer en fait les workshops avec les différents départements dans les prochaines semaines. Mais assurément, c'est certainement, vous avez raison, il y a peut-être un point qu'on ne pourra pas, on ne pourra pas faire 0 avion, parce que pour des raisons peut-être sanitaires, pour des raisons autres, d'urgence, quelles qu'elles soient, on aura besoin d'un vol en avion. Mais l'objectif, ce sera évidemment de diminuer ces 9%, ou peut-être les diminuer à 5% ou à 4%. Voilà, oui. Et ça fera de toute façon baisser les 65% de l'impact de l'avion de façon même de moitié. Donc voilà. Mais l'objectif, effectivement, l'idéal, ce serait 0 avion. Mais bon, on va voir comment on peut déjà commencer à diminuer cette partie-là. Bien sûr, comme je n'étais pas là tout à l'heure, là, on parle de l'acheminement du produit. Par rapport aux collaborateurs qui, eux, en fait, aussi utilisent des moyens de transport, peut-être même les clients, hein, on pourrait même aller plus loin, parce que dans la DPEF, normalement, on a un regard sur ce point. Est-ce que vous avez mis des solutions de déplacement et de facilité de déplacement vers pour vos collaborateurs? Alors, pas pour l'instant. Le fait est qu'on a beaucoup diminué les voyages professionnels. Je dirais que le Covid nous a beaucoup aidés. C'est plutôt un bon point s'il fallait en trouver un. Voilà, mais pour l'instant, on n'a pas de… En tout cas, on fait de la sensibilisation, de l'incitation, mais on ne met pas, par exemple, à disposition de nos collaborateurs des vélos, une flotte de vélos électriques ou des choses comme ça. Pas encore. D'accord. Moi, j'avais une petite question pour revenir sur l'avion-bateau. Est-ce que les risques sont plus importants en bateau qu'en avion, au niveau acheminement, cargaison? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Je ne suis pas du tout experte là-dessus. J'imagine que j'imagine que le bateau doit être peut-être pour moi un peu plus risqué. Parce que le voyage est plus long, ça traverse forcément l'océan, qu'un vol en avion. Voilà. Mais je ne crois pas qu'on ait fait une statistique là-dessus, en tout cas sur Sephora. D'accord. Je vous réponds, c'est mon avis qui n'engage que moi. Oui, non, mais c'était pour répondre effectivement à Bruno en disant on n'a pas le choix, mais peut-être qu'effectivement le risque est tellement plus important et au niveau de la cargaison et au niveau environnemental, parce que si c'est des parfums, des choses qui se répandent dans l'eau, ça peut être aussi plus impactant et l'avion peut-être moins risqué. Donc du coup, l'un dans l'autre, il vaut mieux prendre l'avion. Enfin voilà, après c'est ça. Il y a certainement, il y aura certainement une petite partie, un impondérable qu'on ne pourra pas supprimer de l'avion. Je ne sais pas. On verra ça lors de nos workshops. Mais l'objectif, dans un premier temps, ce serait déjà de diminuer, en tout cas, ce qui peut être évité d'être transporté en avion. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Des commentaires, des partages d'expériences, des freins, des peurs? Allez-y, lâchez tout. Non? Bruno, quelque chose à ajouter?
Non, Bruno est parti. Muriel? Non, juste désolé d'avoir pas pu être présent dès le départ. Et j'ai hâte de voir le replay pour nous permettre, pour me permettre de bien prendre connaissance. Et je n'hésiterai pas à poser des questions en direct si nécessaire. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez des questions qui vous viennent après coup, n'hésitez pas. Alors, c'est vrai que Bruno, il y avait un bel atelier avec 3 enseignes complètement différentes, avec des niveaux d'avancement différents. Donc, il ne faut pas rater le replay. C'est voilà, des accompagnements aussi différents entre cabinet expert et, je ne me souviens plus, Valérie. Prentice. Des formats d'enseignes différentes entre franchisés, indépendants, intégrés. Donc, ouais, il ne fallait pas le rater, Bruno. Hein. Alors, ne ratez pas vous avez reçu tous le planning du mois qui est assez chargé en activités. Donc, positionnez-vous. Il y a une activité en présentiel le 19 sur la stratégie RSE. Donc, voilà, on est toujours dans la stratégie et ça intègre le bilan carbone. Donc, ne le ratez pas. Il est 3 rue du Louvre de 9h30 à 12h30 avec une petite collation à la suite pour partager en toute convivialité. J'attendais un petit peu savoir s'il y avait d'autres questions qui pouvaient arriver entre-temps. Pas d'autres questions. Adjugé, vendu. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Valérie. Merci beaucoup Colline pour vos interventions. C'était très riche. Et si effectivement vous avez des questions d'ici là, vous pouvez les envoyer ou envoyer directement soit à Colline, soit à Valérie, soit à Céline qui nous a quittés en début à 9h50. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à très vite sur nos ateliers. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.